Je vais être honnête avec vous. Ce que je vois se dérouler sous nos yeux en ce moment même, ce n'est pas juste de l'actualité. C'est l'histoire qui s'écrit avec un grand H, et elle s'écrit avec de l'encre rouge sang. Ce matin, l'air à Téhéran avait un goût métallique, un goût de cendre et de peur. Imaginez-vous un instant sur place. Vous regardez vers l'ouest, près de la base militaire Imam Ali, et vous voyez cette colonne de fumée noire, épaisse, grasse, qui monte vers le ciel comme un mauvais présage. Personne ne dit rien. Les autorités se taisent. Mais le sol tremble, et tout le monde sait. Tout le monde sent que la fin d'une époque approche, et que le chaos est sur le point d'engloutir la région. Ce n'est pas un accident isolé. Cela fait des jours que ça dure. Des explosions mystérieuses frappent les bases militaires iraniennes, les unes après les autres, comme si un fantôme traversait les défenses du régime pour les frapper en plein cœur. Et pendant que les bâtiments brûlent, le guide suprême, Ali Khamenei, un vieil homme de 86 ans, vient de prendre une décision qui a envoyé une onde de choc glaciale dans tous les couloirs du pouvoir, de Washington à Tel Aviv. Il ne dirige plus la guerre, il a passé la main. Et pire encore, il a désigné 4 remplaçants potentiels pour lui succéder en cas d'assassinat. 4. Pas 1, pas 2, 4. Vous entendez ce silence ? C'est le son d'un régime qui retient son souffle avant l'impact. Trump vient de lâcher un chiffre sur le massacre de janvier qui est tellement énorme, tellement monstrueux, que mon cerveau a du mal à le traiter. 32 000 morts en quelques jours. Restez avec moi, parce que je vais vous emmener à l'intérieur de ce bunker psychologique qu'est devenu l'Iran, et je vous promets, ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous pouvez imaginer en termes de cynisme et de brutalité. Tout commence ce matin avec cette explosion dans la province de Téhéran. On parle d'une installation souterraine des gardiens de la Révolution. Le feu était visible depuis les quartiers résidentiels. Imaginez les familles, les enfants qui vont à l'école, voyant ces flammes lécher l'horizon. Est-ce du sabotage? Une frappe préventive? Un accident dû à la panique? Le régime ne dit rien. Le silence radio est total. Mais selon mes sources, et selon ce que les officiers supérieurs des gardiens de la Révolution murmurent dans l'ombre, ils sont persuadés d'une chose, une frappe américaine est imminente. L'atmosphère dans les cercles du pouvoir à Téhéran est celle d'une paranoïa absolue. Tout le monde est sur le qui-vive. Les lanceurs de missiles sont sortis des hangars, les systèmes de défense aérienne sont activés, le personnel court dans tous les sens. Mais ce qui est absolument stupéfiant, ce qui défie toute logique politique habituelle, c'est que l'homme qui orchestre cette défense désespérée n'est plus Khamenei. C'est là que l'histoire prend un tournant shakespearien. Khamenei, sentant peut-être le poids de ses 86 ans ou la froideur de la cible peinte sur son dos, a délégué une autorité radicale à Ali Larijani. Larijani, ce n'est pas n'importe qui. C'est son chef de la sécurité nationale. En gros, Khamenei a contourné son propre président pour donner les clés du camion, les clés de la guerre à un homme de l'ombre. Larijani supervise désormais tout, le militaire, le diplomatique, le nucléaire. Mais qui est cet homme? Si vous ne connaissez pas Ali Larijani, laissez-moi vous peindre le portrait. C'est l'architecte de la répression. C'est l'homme qui a regardé ce qui s'est passé sur la place Tiananmen en Chine en 1989 et qui s'est dit « c'est comme ça qu'on fait ». C'est lui qui a orchestré la répression sanglante de janvier. Il gère les négociations nucléaires d'une main et signe des ordres d'exécution de l'autre. Il gère les alliances avec la Russie, la Chine, le Qatar. C'est un technocrate de la terreur. Et c'est là que je dois m'arrêter une seconde. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, c'est juste de la politique, c'est loin. Mais regardez bien la dynamique. Pourquoi un homme qui a détenu le pouvoir absolu toute sa vie, comme Khamenei, déciderait-il soudainement de le partager? C'est la question qui me hante. À mon avis, cela nous amène à une vérité fondamentale sur la nature du pouvoir. Nous pensons souvent que le pouvoir, c'est la capacité d'agir, de faire des choses. Mais à un certain niveau, le pouvoir devient un piège. Plus vous en avez, plus vous êtes isolé. Et quand la menace devient existentielle, quand vous sentez que votre vie même est en jeu, le pouvoir ne sert plus à construire, il sert uniquement à survivre. La délégation d'autorité de Khamenei n'est pas un acte de confiance, c'est un acte de désespoir calculé. C'est la création d'un bouclier humain politique. En plaçant Larijani devant lui, il espère peut-être que la foudre frappera le paratonnerre et épargnera la maison. Mais cela soulève une question terrifiante. Si le chef suprême a peur, que reste-t-il pour le simple citoyen? Reprenons. Cette transition de pouvoir vers Larijani suit un schéma que nous avons déjà vu. Rappelez-vous du président Raisi, celui qui est mort dans ce crash d'hélicoptère brumeux. On l'appelait le boucher de Téhéran. Pourquoi? Parce que pour monter en grade dans ce régime, il faut avoir du sang sur les mains. C'est le CV requis. Larijani suit exactement la même voie. Mais Khamenei ne se contente pas de déléguer.
Il planifie sa propre mort avec une minutie qui frôle l'obsession morbide. Le guide suprême a mis en place un plan de succession à plusieurs niveaux. Il a ordonné à chaque haut responsable de nommer non pas un, mais 4 remplaçants. 4 couches de profondeur. C'est inouï. C'est le genre de redondance qu'on voit dans les systèmes informatiques critiques, pas dans un gouvernement humain. Cela nous rappelle la guerre des 12 jours de l'année dernière, quand Israël a éliminé le leadership militaire et nucléaire iranien à une vitesse fulgurante. L'Iran s'attend à ce que cela recommence. Khamenei dirige ce que j'appelle le département des ressources humaines le plus sombre du monde. Il a des dictateurs de secours, des remplaçants de remplaçants. Même les équipes de la NFL n'ont pas autant de quarterbacks sur le banc. Pendant qu'il fait des discours enflammés à la télévision promettant de gifler l'Amérique, il met secrètement à jour son testament et organise sa propre obsolescence. C'est d'une hypocrisie fascinante. Mais le danger ne vient pas seulement du ciel ou des États-Unis, il vient de la rue. Et c'est là que le drame humain devient insupportable. Les manifestations ont repris. Vous vous souvenez du cycle de deuil de 40 jours ? Dans l'islam chiite, c'est sacré. On se rassemble 40 jours après la mort de quelqu'un pour honorer sa mémoire. En 1979, c'est ce cycle qui a fait tomber le Shah. Une manifestation, des morts, 40 jours de deuil, une nouvelle manifestation plus grande, plus de morts, et ainsi de suite. Une boucle de rétroaction révolutionnaire. Nous approchons des 40 jours depuis le massacre de janvier. Les gens sortent pour pleurer leurs morts, mais les larmes se transforment en cris. Mort au dictateur, mort à Khamenei. Et hier, c'était la rentrée universitaire. Les étudiants, cette jeunesse brillante qui ne demande qu'à vivre, sont retournés sur les campus. La colère a explosé instantanément. La réponse du régime ? Immédiate. Tir à balles réel. En décembre, ils avaient attendu 2 semaines avant de sortir les fusils d'assaut. Cette fois, dès le premier jour, ils tirent pour tuer. Ils ne prennent plus de risques. Ils ont vu à quelle vitesse la mèche s'allume, ou peut-être que la pression américaine les rend fous. Quoi qu'il en soit, le sang coule à nouveau sur le bitume des universités. C'est difficile d'en parler sans ressentir une boule au ventre. Chaque fois que nous abordons ce sujet, l'algorithme nous censure, comme si la réalité était trop brutale pour les annonceurs. Mais il faut le dire. Regardez ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Le déploiement américain, ce n'est pas juste gros, c'est biblique. C'est une armada, comme on n'en a pas vu depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Chaque jour, le pont aérien de l'US Air Force déverse des tonnes de matériel. Des avions cargo atterrissent toutes les heures. Des systèmes de défense, des avions de chasse, des munitions, des ravitailleurs. Ce n'est pas une démonstration de force pour les caméras. C'est une logistique de guerre totale. Selon les experts, 40 à 50% de la puissance aérienne déployable des États-Unis se trouve actuellement dans la région. Laissez ce chiffre pénétrer votre esprit. La moitié de l'aviation de la plus grande superpuissance militaire de l'histoire est là, prête à frapper. Jamais, dans toute l'histoire, les États-Unis n'ont déployé une telle force sans l'utiliser. C'est une arme chargée, le doigt sur la gâchette, pointé directement sur la tempe du régime iranien. Face à cela, la propagande iranienne essaie de faire bonne figure. Ils ont sorti une vidéo générée par intelligence artificielle, montrant leurs missiles détruisant des bases américaines, des F-35 en flammes, des drones Reaper pulvérisés. C'est presque pathétique. C'est du cinéma pour rassurer leur propre base. Mais sur le terrain, la réalité est différente. Ils déplacent des équipements lourds vers les frontières occidentales. Des lance-roquettes, Grad, des systèmes anti-aériens S-300 russes. D'ailleurs, parlons de ces S-300. Les images satellites montrent quelque chose d'étrange. Sur certaines photos, les radars manquent. Sont-ce de vrais systèmes ou des leurres en plastique comme ceux utilisés en Ukraine ? Est-ce que le régime bluffe avec des jouets gonflables pendant que la vraie guerre approche ? Cela m'amène à réfléchir sur la nature de la perception en temps de crise. Quand vous regardez ces images satellites, ces leurres, ces vidéos de propagande, qu'est-ce que cela vous dit sur la vérité ? Dans un conflit de cette ampleur, la première victime n'est pas le soldat, c'est la réalité. La manipulation devient une arme aussi puissante qu'un missile balistique. Le régime iranien essaie de projeter une image de force invulnérable, alors même qu'il pourrit de l'intérieur. Mais nous, en tant qu'observateurs, nous devons nous demander à quel point nos propres perceptions sont-elles façonnées ? La stratégie ici n'est pas seulement militaire, elle est psychologique. Faire croire à l'ennemi qu'on est fort quand on est faible, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. Mais quand la supercherie est découverte, quand le masque tombe, la chute n'en est que plus brutale. Est-ce que le bluff peut sauver un régime quand le ciel est rempli d'acier américain ? Je ne le crois pas. La preuve que la panique est totale à Téhéran ? L'incident du F-4. Il y a 2 jours, un avion de chasse iranien s'est écrasé. Au début, j'ai cru à une panne mécanique. Ces avions sont vieux, ils datent de l'époque du Shah. Ils tiennent avec du scotch. Mais non, la vérité est sortie.
Ce sont les gardiens de la révolution qui ont abattu leur propre avion. Imaginez la scène. Un pilote iranien décolle pour patrouiller. En bas, une batterie anti-aérienne gérée par des miliciens nerveux, paranoïaques, persuadés que l'attaque américaine commence. Ils voient un point sur le radar. Ils ne vérifient pas. Ils tirent. Le missile frappe l'avion. Le pilote essaie de le ramener. Le train d'atterrissage est détruit. L'avion s'écrase. Le pilote meurt. Le copilote survit par miracle. Le tir ami, ça arrive dans toutes les armées. Mais là, c'est symptomatique d'un effondrement nerveux. Ils ont si peu d'avions opérationnels et ils les détruisent eux-mêmes par peur. C'est le chaos absolu. La main gauche ne sait pas ce que fait la main droite et la main droite tient un lance-missile. Et au milieu de ce chaos, Donald Trump prend la parole. Et ce qu'il révèle est terrifiant. Il parle du massacre de janvier. Jusqu'à présent, on avait des estimations floues. Mais là, un président américain, avec accès aux renseignements les plus sophistiqués du monde, lâche un chiffre précis. 32 000 morts. 32 000 personnes tuées sur une période relativement courte, dit-il. Faites une pause. Respirez. 32 000 êtres humains. C'est la population d'une ville moyenne. C'est un stade de football rempli aux 2/3, tous massacrés en 2 ou 3 jours. En 2025-2026, à notre époque, c'est incompréhensible. Si ce chiffre est vrai, nous sommes face à l'un des crimes contre l'humanité les plus rapides et les plus violents du XXIe siècle. Pourquoi Trump révèle-t-il ce chiffre maintenant ? En politique, il n'y a pas de hasard. Vous ne balancez pas une atrocité pareille au visage du public sans raison. Il prépare le terrain. Il construit le narratif moral qui justifiera une intervention. On ne peut pas rester les bras croisés face à 32 000 morts, c'est ce que ce chiffre dit implicitement. Et il ajoute un détail glaçant. Le régime prévoyait de pendre 800 personnes 2 semaines plus tard. Les pendre avec des grues sur les places publiques pour faire des exemples. Trump affirme leur avoir dit « Si vous pendez une seule personne, vous serez frappé immédiatement ». Et selon lui, ils ont reculé. Mais le moment le plus révélateur, c'est peut-être cet instant de hot mic, ce micro resté ouvert après une conférence de presse. On entend Trump dire, presque pour lui-même, « Je peux dire que j'envisage », avant que l'audio ne soit coupé. Envisager quoi ? Des frappes ? Une invasion ? Un changement de régime ? Ce genre de fuite, calculée ou non, a un effet dévastateur sur la psychologie de l'adversaire. C'est une guerre des nerfs, et c'est ici que je ressens le besoin de vous poser une question difficile. Dans un monde où des décisions prises dans des bureaux ovales ou des bunkers souterrains peuvent effacer des milliers de vies en une seconde, quelle est notre responsabilité ? Nous regardons ces événements sur nos écrans comme un film catastrophe, mais ces 32 000 morts avaient des noms, des familles, des rêves. La corruption d'un régime ne se mesure pas seulement à l'argent volé, mais aux vies qu'il est prêt à sacrifier pour se maintenir une journée de plus. C'est la forme ultime de la corruption. Traiter la vie humaine comme une ressource consommable, comme du carburant pour la machine étatique. Quand on entend ces chiffres, on risque de devenir insensible. C'est un mécanisme de défense. Mais si nous perdons notre capacité à être horrifiés, alors le régime a gagné, il a normalisé l'horreur. Alors, où en sommes-nous ? Tout converge. D'un côté, un régime iranien vieillissant, dirigé par un homme qui prépare sa mort, qui délègue le pouvoir à des bouchers, et qui tire sur sa propre jeunesse et ses propres avions par panique. Les bases explosent, les étudiants crient, et l'ombre de la guerre s'allonge. De l'autre, une machine de guerre américaine titanesque, prête à déchaîner l'enfer, avec un leadership qui semble avoir décidé que la ligne rouge a été franchie avec ses 32 000 morts. La tension est à son comble. C'est comme regarder 2 trains lancés l'un contre l'autre à toute vitesse. L'un est blindé, moderne, implacable. L'autre est rouillé, rempli d'explosifs, et conduit par des fanatiques qui n'ont plus rien à perdre. L'impact ne va pas seulement secouer le Moyen-Orient, il va redéfinir l'ordre mondial pour les décennies à venir. Je regarde les nouvelles ce matin, je vois les mouvements de troupes, et je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase « L'histoire ne se répète pas, mais elle rime ». Nous avons vu cela en Irak, nous avons vu cela ailleurs, mais cette fois, l'échelle est différente. Les enjeux sont plus élevés. La question n'est plus si cela va arriver, mais quand ? Et surtout, qui restera debout quand la poussière retombera ? Nous vivons des heures sombres, peut-être les plus sombres de notre génération sur le plan géopolitique. Ce qui se joue en Iran, ce n'est pas seulement le sort d'un pays, c'est le reflet de la lutte éternelle entre la tyrannie et la soif de liberté, exacerbée par la technologie militaire moderne. Je vais continuer à surveiller chaque mouvement, chaque déclaration, chaque explosion. Parce que savoir, c'est déjà résister un peu. Restez vigilants. Les jours qui viennent vont être décisifs. Et honnêtement, j'espère que nous sommes prêts pour ce qui arrive. Parce que vu d'ici, l'orage qui se prépare ne va épargner personne. C'est une tragédie humaine qui se déroule en temps réel. Et le dernier acte est sur le point de commencer.